Voilà, donc M. l'abbé Beauvais vient nous faire l'histoire de Salazar, puisque vous êtes venu pour cela. M. l'abbé Beauvais a été à Saint-Nicolas à Paris. Il était supérieur district de l'Amérique du Sud pour la fraternité. Et puis maintenant, il est notre voisin du Sud, à Marseille. Alors, je vais faire une conférence non pas sur Saint-Lazare, mais sur Salazar. Saint-Lazare était le premier évêque de Marseille. Donc, Salazar. Alors, je vais orienter cette conférence dans un sens plutôt politique, c'est-à-dire Salazar comme chef d'État. Mais tout d'abord, une petite biographie, et n'est pas inutile. Antonio de Oliveira Salazar est né le 28 avril 1889 à Vimeiro, non loin de Santa Comba, dans la Haute-Beria, puisque tout Français connaît sa géographie par cœur. Vous n'aurez pas de mal à vous situer. Alors, il est né d'un père modeste propriétaire rural, régisseur dans une propriété des environs, et d'une mère née à Santa Comba, Maria Doresgate, donc pauvre, fils de pauvre. C'est lui-même qui proclame cela avec orgueil, un pauvre fils de pauvre. À noter que Salazar va vouer, si on peut dire, un véritable culte envers sa mère, elle-même aimait particulièrement Salazar, prétendant même au dernier jour de sa vie que seul son fils savait alléger ses douleurs et ses angoisses. Et il passera même debout à son chevet les 9 nuits de son agonie. On dit même que quand elle mourut, Salazar avait les pieds tellement enflés qu'il eut de la peine à suivre le convoi funéraire. Alors, élève de l'école primaire de Santa Comba, son père l'en retire, trouvant qu'il ne faisait pas de progrès assez rapide. Ça arrive même dans nos écoles, vous voyez. C'est quelque chose qui est commun. Donc il l'envoie chez un pauvre homme, José Ribeiro, qui va lui donner des leçons particulières dans un coin de sa chaumière. Et c'est là qu'il va apprendre à lire avec ce précepteur rural, et une solution d'ailleurs qu'il va préconiser plus tard, qu'il va soutenir pour faire face à l'analphabétisme. Il va passer ainsi sa jeunesse dans cette vie simple de la campagne. Déjà, les 4 sœurs de Salazar admiraient leur frère, silencieux, et avaient noté chez lui une sorte de flamme intérieure qui le dominait. En écoutant le récit fait par son précepteur, Ribeiro, récit de la vie des saints, récit des héros de la patrie, l'esprit de Salazar s'exaltait et son âme souriait à la vie chrétienne. Il va passer son examen primaire à Viseu, hébergé par un prêtre, le père José Marquez Pimentel. Il revient travailler quelque temps à Vimeiro avant d'entrer au séminaire. Et c'est là qu'il va commencer à apprendre le français. En octobre 1900, il entre au séminaire. Il va suivre 5 années de cours préparatoires et 3 ans de cours de théologie. Les lettres conservées d'ailleurs de ses camarades témoignent de la grande modestie de Salazar. Jamais une phrase inutile, il ne se mettait jamais en évidence. On va le retrouver cela comme chef d'État. Il allait jusqu'à s'interdire, notamment dans les controverses contradictoires, de briller comme il l'aurait pu. Les études se terminent avec la meilleure classification du cours, et les élèves avaient remarqué, même avant les professeurs, cette valeur exceptionnelle de Salazar. Il va donc passer 8 ans au séminaire, 8 années dont l'ascétisme façonnera sa vie. On reparlera un petit peu plus loin de cette vie ascétique de Salazar. Il reçoit les ordres mineurs, il est nommé professeur
au collège de la Via Sacra pour y attendre son ordination sacerdotale. Et là, il enseigne l'histoire, la littérature, les mathématiques à des jeunes gens qui préparaient un examen correspondant au baccalauréat. Et pendant 2 ans, il va rester ainsi le fidèle compagnon de travail du directeur de ce collège, le chanoine Barreiros, qui va donner de Salazar un précieux témoignage. Catholique intégral, disait-il, indifférent aux honneurs publics, grand désir de savoir, scrupuleux dans l'accomplissement de ses devoirs, comme dans l'emploi du temps dont il n'admettait pas qu'une seule minute fût perdue. Donc sa vie sera une ligne droite, montrant beaucoup de prudence, ayant en lui beaucoup de subtilité et aussi de pudeur. Il était déjà persuadé que le problème national était avant tout un problème d'éducation. Inutile d'espérer un changement de régime, disait-il, si on ne change pas les hommes. Donc, si on ne change pas la bécassine, on n'arrivera à rien en France. Il faut réformer, répétait-il. Il faut réformer, mais ce qu'il faut réformer, d'abord, c'est l'homme. Le programme d'éducation de la jeunesse qu'il développait était déjà celui que, 25 ans plus tard, il va dicter comme chef de gouvernement. Programme donnant à l'éducation intellectuelle et physique le fondement de l'éducation morale, l'amour de Dieu, de la famille, du travail, de la vérité. Éducation trouvant son expression complète dans la formation du caractère. Mouler une âme, disait-il, mouler une âme, quelle grande œuvre. Œuvre extraordinaire que de former un caractère, un individu, un corps, une intelligence, une volonté. Ce sont les idées, poursuit-il, ce sont les idées qui gouvernent et qui dirigent les peuples. Ce sont seulement les grands hommes qui ont des grandes idées, et nous n'avons pas de grands hommes parce que nous ne savons pas les former avec nos méthodes actuelles d'éducation. Salazar quitte Viseu, attiré par un mystérieux appel qui lui avait laissé entendre le secret de la destinée qui l'attendait. Je pourrais mieux servir l'Église et le Portugal dans le camp laïque que comme prêtre, dira-t-il alors. Et Salazar va rester l'homme des enseignements reçus à Viseu, au séminaire. Il lui avait donné d'approfondir les doctrines des encycliques pontificales, la pensée des grands docteurs de l'Église, la pensée de saint Augustin, la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et puis déjà s'était formée dans son esprit cette idée maîtresse que le Portugal ne s'est ni fait ni unifié dans les temps modernes. Qu'il s'est constitué dans l'Ibérie au XIIe et XIIIe siècle, né de la défense contre l'islamisme, de la civilisation romano-chrétienne qu'il allait étendre durant les XVe et XVIe siècles jusqu'aux extrêmes limites des mondes nouveaux. Donc en dehors même d'un ascétisme qui à tout moment restera la règle de sa vie, de sa formation intellectuelle date à coup sûr tout à la fois sa manière d'envisager le service de l'État comme un sacerdoce et ce goût de l'universel qui restera un des traits les plus marquants de sa pensée. Alors il faut situer ici, donner un très court rappel historique de 1870 à la Révolution nationale de 1926. Je dis à partir de 1870, je pourrais évidemment remonter au début de la naissance du Portugal, qui naît après les luttes contre l'islam, mais ce serait trop long, ce n'est pas tellement mon sujet, donc je préfère, j'ai quelques pages ici là-dessus, mais je préfère sauter et commencer à partir de 1870, un petit peu avant donc, la naissance de Salazar. Donc à partir de 1870, il faut voir qu'une partie de la franc-maçonnerie va cesser de soutenir la dynastie et va commencer à préparer l'avènement de la République.
le 1er février 1908, le roi Charles Ier, qui avait tenté de reprendre les choses en main, était assassiné par le prince héritier sur ordre de la franc-maçonnerie portugaise. Manuel II, son deuxième fils, trop faible, ne put tenir longtemps et il fut renversé et la République proclamée le 5 octobre 1910. Alors je reviendrai sur ces dates au cours de la vie de Salazar, mais je vous donne ici un petit aperçu de l'histoire pour mieux vous situer. Le nouveau pouvoir en 1910 montre son sectarisme puisque 5 jours seulement après la proclamation de la République, les lois de Pombal et du ministère Aguillard de 1834, ce ministère, contre les religieux, donc les lois contre les religieux vont être établies à cette époque. Les rapports avec le Saint-Siège sont rompus, les biens ecclésiastiques confisqués, les évêques protestataires bannis de leur diocèse, condamnés à l'exil et leurs têtes mises à prix. Vous voyez, on a eu une terrible persécution en Espagne avant le soulèvement national, mais au Portugal, il y a eu aussi de grosses persécutions. La loi de séparation de l'Église et de l'État va être votée le 20 avril 1911 et elle va être appliquée avec un sectarisme farouche. Durant ces années-là, la violence va s'exercer contre l'Église et contre les catholiques jusqu'en 1917-18. Durant la seule année 1917, par exemple, 111 églises et chapelles vont être pillées, souvent avec profanation des saintes espèces, et souvent sous les yeux bienveillants de la police et du gouvernement. Les mesures de persécution anticatholiques vont être nombreuses, étouffement de la presse catholique, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles, contrôle des séminaires, prohibition du port de la soutane, interdiction des œuvres d'apostolat, entrave imposée à l'exercice du culte, expulsion des prêtres hors de leur presbytère, censure des documents pontificaux dont la diffusion est interdite, propagande athée dans les écoles et autorisation du divorce. Sur le plan politique, ce sont des complots continuels, l'anarchie et la ruine financière. Donc de 1910 à 1926, le Portugal va connaître 16 révolutions et 8 présidents de la République. Ça vous donne une idée que sur le plan politique, c'était aussi assez terrible, tout comme sur le plan religieux. Au point de vue économique, n'en parlons pas. Le taux d'intérêt était de 15% dans la pratique quotidienne. La Société des Nations sollicitait pour un emprunt envisageait de mettre les finances portugaises sous contrôle étranger. Et de cette période, Salazar a pu écrire « Avant 1917, le désordre politique, le désordre social, le désordre financier, le désordre économique règne au Portugal. Un désordre qui n'était pas seulement un manque d'ordre, mais l'alliance de tous les éléments positifs de désagrégation, de ruine et de dissolution nationale. Les apparitions de Fatima se produisirent au moment où l'anarchie atteignait au Portugal un degré sans précédent. 1917, c'est là où le Portugal atteint un degré d'anarchie sans précédent. Voilà donc pour cette première partie de sa vie. Maintenant, voyons ce qui suit de l'université de Coimbra au ministère des Finances. Salazar va passer 18 ans à Coimbra comme étudiant, comme professeur. Il s'était alors lié d'amitié à l'époque avec Manuel Gonçalves Cereira, qui est le futur cardinal patriarche de Lisbonne, avec qui il va vivre pendant 15 ans dans la même demeure. Et ce n'est que lorsque Salazar fut appelé comme ministre, et curieusement Manuel comme archevêque auxiliaire de Lisbonne au même moment, qu'ils se quittèrent, c'est-à-dire en 1928. En automne 1910, Salazar intègre donc l'université de Coimbra, et son intégration coïncide avec la chute définitive de la monarchie. 1910, chute de la monarchie.
2 ans après l'assassinat du roi Don Carlos. Donc c'est une ère douloureuse qui s'ouvre et qui tour à tour va voir les nouveaux maîtres du Portugal, obéissant au mot d'ordre de la franc-maçonnerie, rompre les relations avec le Vatican, chasser les religieux, séparer l'Église de l'État. Les persécutions contre l'Église vont provoquer de vives réactions dans les milieux universitaires. Fondé sous le titre de Centre national académique, un groupement d'étudiants catholiques avait vu le jour en 1901 et il s'était donné pour tâche de travailler à la régénération religieuse, morale, politique et économique de la société portugaise, dans la ligne de défense des principes politiques et sociaux du pape Léon XIII. En 1903, ce Centre national académique change de nom pour prendre celui de Centre académique de démocratie chrétienne. Oui, oui, oui. Le mot démocratie provoqua alors le dédain de ce qu'on appelait au Portugal les intégralistes. Pas les intégristes, mais les intégralistes. Vous pouvez sortir ça, si vous voulez, dans la presse, hein, ça changera un petit peu, hein, les intégralistes. Alors, Salazar aborde au sein de ce centre le rôle du chrétien dans la politique portugaise. Alors, il précise, le Portugal pouvait être une république, mais n'était pas une démocratie. La réaction populaire contre les privilèges était allée trop loin, et de nouveaux privilèges et de nouvelles formes d'exclusion s'étaient créées. Dans de telles circonstances, il ne pouvait y avoir de liberté, d'égalité et de fraternité, des principes générés, défend-il, par les enseignements chrétiens. Nous, bien entendu, mes chers messieurs, bien que nous nous appelions démocrates chrétiens, nous ne reconnaissons pas pour autant une démocratie qui ne soit pas fondée sur le christianisme. Car hors du christianisme, nous ne comprenons pas ce qu'est ou pourrait être la liberté, l'égalité et la fraternité humaine. La conclusion est simple, les catholiques ne doivent pas se limiter à désirer être tolérés par la classe politique, ils devraient plutôt revendiquer une place au centre de la politique et la conquérir par leur travail. C'était aux autres d'apprendre à être tolérants et comprendre que la religion n'est pas l'ennemi du progrès, mais un ingrédient essentiel de moralité, d'ordre et de civilisation. Le christianisme, sous sa forme parfaite et complète, ne s'oppose pas aux libertés publiques ou aux institutions modernes, et si entre démocratie et Église il existe un malentendu très grave, c'est à nous, démocrates chrétiens, qu'il revient précisément de le réparer. Alors, il faut évidemment ici bien comprendre que le terme démocratie qu'utilise Salazar n'a pas tout à fait le même sens que le nôtre. Même si on peut dire qu'à cette époque-là, à mon avis, il y avait un petit peu de teinte du sillon. C'était l'époque du sillon en France, et on retrouve cette idée folle de Marc Saulnier de vouloir christianiser la démocratie française. Mais faisons quand même cette distinction entre la démocratie française et celle telle qu'on l'a concevée au Portugal, qui est quand même très différente. Donc le centre avait tenu à préciser aux intégralistes que ses buts et ses fins n'avaient pas changé. Le nom avait changé, mais les buts et les fins, non. Et qu'il restait une école pratique d'action sociale, comme l'indiquait sa devise, piété, étude, action. Telle était la devise de ce centre d'étudiants catholiques. L'avènement de la République persécutrice était donc venu unir une jeunesse que rapprochait un même goût de l'action, et on comprend, joint à un commun besoin de rénovation intellectuelle et morale. Donc pour Salazar, le centre académique, le CADC, deviendra l'estrade de ses premières déclarations publiques abordant les affaires politiques dans le détail. Il va y rencontrer
la majeure partie de ses amis de faculté. Et dès son arrivée à Coimbra, Saint-Lazare s'inscrit donc dans ce centre académique et en 1911, il en sera le deuxième secrétaire. Sous le pseudonyme d'Aves da Silva, il va devenir un des premiers collaborateurs d'un journal qui s'appellera L'Impartial, fondé en 1912 par le futur archevêque de Lisbonne, et qui vise à attaquer l'anticléricalisme régnant à l'université. Et Salazar va évidemment y traiter surtout de questions de réforme éducative et de vie universitaire. Donc le nom de Salazar est à cette époque tout de suite l'honneur d'être, le nom de Salazar eut l'honneur d'être mêlé à certains incidents. Très simplement, chaque soir, il allait entendre le moine Marie à l'église San João d'Almedina, et à de premières railleries sous cape firent bientôt place des menaces du journal franc-maçon au débatté, le débat, laissant entendre aux étudiants catholiques que s'ils continuaient à affecter d'aller ainsi publiquement, quotidiennement à l'église, ce seraient les exercices du culte eux-mêmes qui ne tarderaient pas à être suspendus. Ils écrivaient ça dans un journal qui s'appelle Le Débat. C'est une conception du débat assez particulière. Une déclaration de l'Impartial répondit aussitôt à ces provocations, faisant connaître que les étudiants catholiques assureraient par tous les moyens, en leur pouvoir, leur légitime défense. Et le lendemain, un dimanche, des groupes armés avaient été organisés. Pacheco de Amorim, qui avait été cadet à l'école de guerre, avait obligé le futur archevêque de Lisbonne, directeur de l'Impartial, à avoir un pistolet Mauser dans sa poche. De toutes parts, des capes noires avaient surgi et jamais il n'y a eu autant d'étudiants à réciter le chapelet dans l'église. Jamais il n'avait vu une foule aussi compacte se hisser sous les voûtes de l'église. Alors, ayant eu l'occasion de traiter bien des sujets dans ces conférences organisées par le Centre, à noter celle de mai 1914 à Porto, où il traite de la démocratie et l'Église. Salazar y développe trois idées fondamentales: l'importance secondaire des formes de gouvernement. C'est vrai que saint Thomas n'oblige pas à une forme de gouvernement. La démocratie comme un fait historique et la nécessité de l'instruire, de régler ses mouvements, d'adapter sa façon de la conduire aux époques et aux lieux. Et le jeune étudiant qu'il était conclut: une démocratie ne peut subsister quand elle concède des privilèges à une classe au détriment d'autres classes. Cela porte le nom de démagogie, et la démagogie est incompatible avec l'Église, avec l'histoire, avec la politique, avec la raison humaine. À la sortie de sa conférence, troubles graves, nombreux blessés et le siège du centre académique pillé. À la faculté de droit, le recteur avait été sacrifié par le parti nouveau, tout-puissant, d'Alfonso Costa. Il avait été remplacé par Manuel d'Arriaga, plus tard président de la République. Les circonstances allaient donc le contraindre à fermer la faculté de théologie, déclarant: l'œuvre d'harmonie aurait à se faire désormais sans roi et sans Dieu. Chez les étudiants, des phalanges se forment, les divisant en plusieurs camps: les républicains, certains enivrés du triomphe des idées nouvelles, donc pas de changement avec aujourd'hui, d'autres semblant déjà illusionnés par les hommes qui s'étaient donné la tâche de les appliquer, certains peu nombreux disciples de Marx, d'autres des dilettantes, amorphes, sans opinion, et puis l'intégralisme qui avait ses chefs, dont la doctrine proclamait, au nom de l'intérêt national, la légitimité historique de la monarchie. Donc partant du fait de la famille,
telle que la nature l'a constituée, telle que la morale chrétienne l'a consacrée, l'intégralisme lusitanien, c'est-à-dire portugais, était un système complet de principes philosophiques et politiques destinés à réorganiser la nation portugaise. Il se fondait d'abord sur le rétablissement de l'autonomie des circonscriptions municipales, des liens communs économiques et moraux, des municipios, ce qu'on appelait les circonscriptions municipales, ce sont les municipios, groupements de familles assemblées dans les villages, dans les hameaux, liés par des intérêts communs, liés par des intérêts économiques et moraux. Leur assemblée étant le corps municipal, élu par les délégués des paroisses, les corporations, les syndicats, le chef militaire, le directeur de l'école la plus importante, en représentation non pas politique, mais économique, technique, professionnelle. Au-dessus des municipios, les circonscriptions provinciales, les provincias, étaient appelées à former une sorte d'État indépendant dont, sous la direction d'un magistrat compétent, dont le conseil provincial était l'expression, institué par la délégation de tous les municipios de la circonscription, les représentants des syndicats, des patrons et d'ouvriers, les directeurs d'écoles et d'institutions d'utilité publique. Donc dans cet État anti-parlementaire et décentralisé, la nation n'était autre chose que le prolongement de la paroisse, du municipio, de la provincia, son assemblée nationale, les Cortes, étant le centre de tous les intérêts légitimes représentés par leurs délégués nationaux. Auprès des ministres nommés à vie par le roi, les membres du Conseil royal qui avait l'initiative des réformes et l'élaboration des lois à soumettre à la consultation de l'Assemblée, et tout en haut, clé de voûte légitime du régime, le roi héréditaire, responsable de ses actes devant l'histoire et la conscience publique. Le roi qui gouverne, mais n'administre pas. Donc 3 hommes exerçaient sur les phalangistes intégralistes une sorte de souveraineté à cette époque. Hipólito Raposo, Antonio Sardinha et Adriano Javier Cordeiro. Alors, ces diversités d'opinions provoquèrent, et c'est normal, à différentes reprises, des bagarres célèbres entre intégralistes et républicains, non-intégralistes, etc. Et Salazar, lui, s'était cependant toujours tenu à l'écart de toute coterie, non pas des batailles, mais de toute coterie. Il ne fut mêlé à d'autres batailles que celles que livrait le centre académique. À Coimbra, Salazar travaillait. C'était un étudiant qui travaillait, qui étudiait, préférant le recueillement. C'est pour ça qu'à la faculté, souvent sa personnalité passait inaperçue. Un jour, cependant, Guilherme Moreira eut son attention attirée par le regard de Salazar dans une aula universitaire, dans une salle de cours. Élevant la voix sans grand espoir, le désignant du doigt, il lui avait demandé « L'élève qui est dans le fond de la salle saura-t-il me donner une solution ?» Il s'agissait d'un problème de droit civil. Et Salazar s'était levé, et tout le cours, après s'être quelques instants apprêté à sourire, tout le cours l'écoutait, stupéfait, tandis que la vigoureuse argumentation qu'il développait émerveillait visiblement Guilherme Moreira. Dès lors, Salazar ne fut plus un inconnu. Et le 4 novembre 1914, contre tout usage, après 4 ans seulement, avec la meilleure classification, il était licencié en droit. 1 an plus tard, son professeur, Marnioco et Souza, ayant été victime d'une maladie dont il devait mourir,
Salazar va être chargé de continuer son cours à l'université. Et il devient chargé du cours de la chaire d'économie politique et de finance, alors qu'il prépare un doctorat en sciences économiques sur le taux de l'or, sa nature, ses causes, de 1891 à 1915. C'était la thèse de doctorat de Salazar. Le taux de l'or, sa nature et ses causes. Bon. En 1916, il publie 2 livres, l'un sur le blé. Alors le blé, le grain de blé, hein, pas l'or, pas le blé. Intitulé Le blé, où il indique que la culture du blé, chère, difficile, de rendement faible au Portugal, devait être accompagnée du développement des cultures horticoles et fruitières, mieux adaptées à la composition et au climat du sol. La solution du problème hydraulique, l'octroi facile de crédits à bon marché, l'aménagement du régime de la propriété immobilière pour élever jusqu'à ses extrêmes possibilités la force productrice du sol et de la population. Et puis l'autre livre, c'est sur le sujet de sa thèse de doctorat. Donc l'or, le taux de l'or. A noter qu'en 1916, en 1917, Sidonio Pais, élu, avait instauré un régime dictatorial, mais était assassiné 1 an après. Alors, il faut une petite digression sur Sidonio Pais, c'est important. Il était professeur à Coimbra, commandant dans l'armée, républicain convaincu, franc-maçon avoué, ministre d'État. Et il réussit à grouper autour de lui un grand nombre de ceux qui, dans le monde politique et militaire, voulaient en finir avec le terrorisme et aspirer à un régime plus modéré. On est en 1917, donc au plus fort de l'anarchie au Portugal. Donc il prend le pouvoir le 8 décembre 1917, première fête de l'Immaculée Conception, qui suivit les événements de la Covadonga, donc les apparitions de Fatima. Après tant d'excès, il voulait pacifier le pays, arrêter pour cela les persécutions contre l'Église, tout en restant franc-maçon. Mais il en avait un petit peu marre de ce qui se passait, donc les mesures sectaires disparurent peu à peu, et l'acte le plus spectaculaire fut le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège en juillet 1918. Franc-maçon en public, il ne cachait pas ses désirs internes de conversion. Mais les loges le firent assassiner le 14 décembre 1918, donc 1 an après, en gare de Lisbonne. Le 10 mai 1918, le Conseil de la faculté de droit confère à Salazar le grade de docteur en droit. Et l'enseignement de Salazar va emprunter quelque chose à la solennité des événements qui atteignent l'Europe et le monde. Salazar était quelqu'un d'assez froid, méthodique, très éloquent naturellement, sans parade, sobre de gestes, de mouvements. Il voyait tout sans regarder personne. Il professait tout à la fois l'économie politique, l'économie sociale, la science des finances, le droit fiscal, son enseignement gardant toujours quelque chose de volontairement dogmatique, ne concédant rien aux moyens faciles, et concluant à une même nécessité du développement général de la richesse par le travail, à l'indépendance de l'économique et du social, à l'inéluctable obligation pour tout budget d'équilibrer ses recettes sur ses dépenses. Chacun de ces cours édictait dans le fond les mêmes règles, toutes basées sur la nécessité de l'ordre dans la vie des sociétés, comme dans l'administration de tout État. Donc pendant 8 ans, il va donner à la faculté de droit toute son intelligence, tout son travail et tout son enthousiasme. En 1919, il y eut quelques tentatives de restauration monarchique dues au capitaine Palva Conceiro. Alors, sous prétexte de républicaniser l'université,
une campagne avait été lancée contre la faculté de droit en 1919, au point de priver Coimbra de l'enseignement de Salazar. Il est même accusé de participer à un complot royaliste. Le gouvernement franc-maçon de Lisbonne l'avait donc suspendu de sa charge, accusé de propagande monarchiste dans l'exercice de ses fonctions. Traduit en justice avec d'autres maîtres éminents devant un juge enquêteur, le juge suprême du tribunal de justice, qui est un petit peu notre 17e chambre correctionnelle, ils avaient répondu sous un même titre. Le titre, c'est « Ma réponse ». Et les conclusions du juge enquêteur furent telles que l'on finit par maintenir Salazar et 4 autres professeurs qui avaient été suspendus pour la même raison. Et cette accusation l'amène à s'engager davantage en politique, contre la République, ouvertement anticléricale de l'époque. Et c'est alors qu'il écrit des articles sur la situation financière du Portugal. La réponse de Salazar au juge enquêteur avait été un sérieux examen de conscience, et c'est donc en attaquant d'abord qu'il se défendit. Voilà ce qu'il dit. Les hommes qui ont entrepris une campagne de presse, conspiré dans les loges, parlé dans des réunions au nom de la moralité publique, ne pouvant pas parler au nom de leur moralité propre, ces hommes qui m'ont accusé, insulté, injurié, ont été dans l'obligation de déclarer qu'ils ne connaissaient aucun acte commis dans l'exercice de mes fonctions qui pouvait être considéré comme un acte d'hostilité envers la République. Rien de grand ne peut être fait sans la foi, mais il y a des personnes qui méconnaissent tout ce qu'elle permet de trouver d'inoubliable et de sacré dans certaines âmes, domaine secret que la foule des imbéciles ne saurait ni comprendre ni sentir. Pauvre, fils de pauvre, je dois à ces âmes une grande partie de mon éducation qui, sans elles, ne se serait pas faite. Et même si j'avais perdu la foi dans laquelle j'ai été élevé, je n'oublierai jamais les bons pères qui m'ont soutenu presque gratuitement pendant 8 ans et auxquels je dois le meilleur de ma formation morale et de ma discipline intellectuelle. Ça, c'est une partie de sa réponse, la réponse qu'il fait au juge enquêteur. Alors, Salazar, professeur, retrouve donc facilement sa chaire. Il pense que les devoirs de sa charge ne sauraient l'empêcher d'agir quand les intérêts de l'Église sont menacés. Et à la suite d'une lettre pastorale collective de l'épiscopat portugais du 22 janvier 1917, il fonde un nouveau parti, le Centre catholique, se proposant d'améliorer la législation, de défendre les libertés nécessaires à la vie et à l'indépendance de l'Église, et d'instaurer un ordre social chrétien. Les prélats avaient préconisé le 4 février 1920 le devoir d'union pour la reconquête des libertés religieuses. De là va donc découler une réorganisation du centre, et c'est en 1921 réellement qu'il devient donc un parti rassemblant républicains et monarchistes. Et Salazar devient progressivement le leader de son groupe, obtenant également le soutien de l'Église portugaise, mais aussi de l'Union du commerce et de l'industrie. Dans un rapport lu dans la 2e session de ses congrès du 29 et 30 avril 1922, Salazar le définit ainsi: une organisation de catholiques qui sacrifient momentanément leurs préférences touchant ces questions de régime pour poursuivre sur un terrain constitutionnel une activité politique ayant pour but de conquérir et de faire reconnaître les intérêts et les droits de l'Église. Dans ce rapport, il rappelait que l'Église accepte la variabilité consacrée par l'histoire des formes de gouvernement et reconnaît au peuple le plein droit de choisir leur mode
d'organisation politique. Mais préalablement, il avait proclamé avec force le non est potestas nisi ad Deo. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Et de ce fondement en Dieu du pouvoir public et des origines de la souveraineté, il déduisait la nécessité d'une société non égalitaire mais hiérarchisée, doctrine qui ne saurait en aucun cas se concilier avec l'origine démocratique du pouvoir. La notion chrétienne de la loi, disait-il, exige la légitimité du pouvoir qui les dicte et la finalité de l'ordre et du bien commun. Elle s'oppose directement à la notion qui entendrait donner comme base à la raison et à la force de la loi la volonté de la majorité. Le rôle politique, dont il avait cru quelques instants pouvoir jouir, n'avait pas tardé à le conduire à ce même anti-parlementarisme dont par la suite Salazar fera un des principes de l'État nouveau. Candidat des luttes catholiques aux élections générales du 10 juillet 1921, il avait été élu à Guimaraes et il avait dû souffrir au cours de sa campagne électorale des attaques des monarchistes qui reprochaient au centre catholique son ralliement. Salazar ne siégea qu'un seul jour au Parlement. Il lui avait suffi de voir les visages chargés de haine des élus du palais de San Benito pour juger ceux qui allaient être les inspirateurs des événements sombres qui allaient suivre. Donc, il s'en allait et rejoignait sa chaire de professeur. Le 13 août, en effet, 1921, les processions religieuses étaient interdites à Leiria. Plusieurs personnes sont blessées lors d'une réunion patriotique que présidaient les évêques de Mediaport et de Porto. Le 19 octobre, un mouvement révolutionnaire éclatait à Lisbonne. Le fondateur de la République, Machado Santos, et le président du gouvernement, Antonio Glauro, étaient assassinés. L'émotion fut telle que le gouvernement issu de ce mouvement fut contraint de démissionner. Nouvelles élections. Est-ce que Salazar avait eu le pressentiment le 25 juillet 1921 de ces jours tragiques? En tout cas, il n'avait voulu être député qu'un seul jour. Professeur, Salazar va estimer qu'il ne saurait se taire, donc, quand la patrie est ainsi en danger. Et en décembre 1923, il présente un programme de gouvernement, un plan complet d'action et de réalisation au congrès des associations commerciales et industrielles du Portugal sous le titre « Réduction des dépenses publiques ». Le mois suivant, la marche des événements voulait que le ministre des Finances fût démissionnaire, en déclarant que le parlementarisme libéral était une institution caduque, qu'il fallait transformer et qu'il importait de réduire au plus tôt les dépenses. En avouant que, faute de ressources financières, l'économie de la nation n'allait pas tarder à être complètement paralysée, il avait évoqué le spectre de la misère et de la faim rôdant aux portes de ceux qui travaillent. En juillet 1924, au congrès eucharistique de Braga, Salazar parle de la paix du monde et de la paix du Christ. Il montre l'inégalité de la répartition des richesses qui caractérise l'organisation politique et économique de la généralité des peuples modernes. Analysant alors le socialisme, le communisme et les syndicats révolutionnaires, il avait étudié l'esprit qui animait ces organisations, à savoir l'utilisation de tous les moyens de désorganisation de la société en vue d'une révolution sociale finale, la prise de pouvoir devant alors permettre, par voie d'autorité, de confisquer légalement
dans l'intérêt de la classe ouvrière, la richesse existante et d'en faire une meilleure distribution. Ça, c'est l'essence du socialisme. Et puis, dans une démonstration sereine, il avait donc fait la critique de plusieurs illusions, de 3 illusions. Le travail, la richesse, le pouvoir. Quant au travail, il s'attachait à mettre en relief la conception erronée qui consiste à prétendre que les diverses classes de la nation vivent parasitairement de la classe ouvrière. Voilà ce qu'il dit: il existe une hiérarchie qui comprend le travail d'invention, d'organisation, de direction et d'exécution. Hiérarchie qui exprime en même temps les nécessités intrinsèques de la production nationale et l'inégalité naturelle des aptitudes individuelles que la société ne peut et ne doit contrarier. C'est à la ruine de toute civilisation et à une idée de mort que conduirait toute autre conception du travail. Quant à la richesse, il montrait qu'il existe 2 richesses. Une richesse égoïste, destinée à satisfaire les nécessités naturelles ou artificielles de la vie, et une richesse sacrifice, qui, par ses prévisions des nécessités du lendemain, sait préférer à des jouissances immédiates des utilisations qui profitent à la production future, contribuant ainsi à l'enrichissement général. Et dans les rêves d'organisation économique qui conférerait à l'État le droit de satisfaire les appétits de tous, il avait dénoncé la 2e grande illusion de la classe ouvrière touchant la richesse. Un tel système, destructeur de toute richesse productive, ne pouvait avoir pour effet que de l'inutiliser, de la diminuer et finalement de provoquer la misère de l'ensemble de la collectivité. Et quant au pouvoir, il avait dit: conquérir le pouvoir, l'exercer pour transformer en préceptes de loi des illusions qui, réalisées, diminueraient la capacité productive du monde, détruiraient les bases fermes de la stabilité sociale, multiplieraient les conflits au lieu de les arrêter. Ce n'est pas préparer la paix, mais allumer la guerre. Ce n'est pas conquérir la félicité, mais augmenter la misère et la douleur. Le pouvoir, on ne doit pas y aspirer comme vers un droit, mais l'accepter et l'exercer comme un devoir. Le pouvoir, c'est le renoncement aux avidités ambitieuses, aux importunités embarrassantes, aux périlleuses révolutions. C'est l'autorité libre et respectée. C'est la loi humaine rehaussée par la justice. C'est le droit ayant pour limite la loi divine et le respect des consciences. C'est l'ordre assuré par l'obéissance des âmes. Alors, l'année suivante, au congrès lusitanien espagnol pour le progrès des sciences, Salazar prononce le discours inaugural de la session des sciences sociales sous le titre « Le confessionnalisme de l'État ». Il avait d'abord réfuté la notion la plus générale, acceptée pour garantir la liberté menacée par le confessionnalisme de l'État, la neutralité. Il avait démontré avec une rigueur irréfutable que théoriquement ce concept est impossible et qu'en fait, la conduite de l'État prouve qu'il ne professe jamais la neutralité dont il se prévaut. Tout comme chez nous, la laïcité, qui n'existe pas. Posant le principe qu'un État ne peut vivre et agir sans une doctrine, il avait fait la critique des théories admises par les États, issues de la Révolution française, ayant à leur base comme grande et unique réalité l'origine de la société civile, l'individu et son libre arbitre. Quand je dis laïcité qui n'existe pas chez nous, c'est une laïcité qui s'est transformée en dictature, contre l'Église évidemment, puisque c'est toujours à cela que se termine toute laïcité. La vérité a ses droits à l'égard de l'erreur, avait-il proclamé.
l'État à l'égard de la vérité, ses devoirs. Et il avait ainsi défini ses principes de vérité, une base, non l'individu, mais la société, fait naturel, universel, nécessaire, comprenant la famille et tous les autres groupements qui se forment et spontanément s'organisent au sein de la nation pour donner la vie à l'homme et perpétrer l'espèce, pour défendre les intérêts de sa profession, aider à sa formation morale, qui provient d'elle, qui se doit à elle, qui, sans pouvoir être supérieur à elle, a droit à son indépendance, un homme doué de liberté, non pas parce qu'il en fait toujours un bon usage, mais parce qu'elle est une source de perfectionnement, un homme qui, sans être absolument bon ou mauvais, est capable de bien et de mal, parce que la vertu est le résultat d'un effort et d'une lutte, le vice, un abandon aux forces naturelles du mal. Les institutions humaines ne sont pas pour cet homme des chaînes à rompre, mais une barrière aux étourdissements de sa liberté, une protection contre les fragilités de sa nature, un guide pour les hésitations de sa conscience, une aide pour l'accomplissement de la loi supérieure qui lui est imposée. Et ces fins supérieures que l'homme ne trouve pas en lui, elles ne résultent pas davantage de la loi qui est imposée parce qu'au-dessus d'elle, il y a Dieu, de qui provient toute obligation morale qui ne saurait avoir qu'en lui son fondement. C'est pour cela, poursuit-il, c'est pour cela que Dieu a institué le pouvoir. S'il l'a confié à des mandataires, c'est pour que la loi fût marquée du sceau de son autorité, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle n'ait d'autre but que la réalisation du bien commun. Donc, ni despotisme de l'État, ni démagogie du peuple, mais équilibre parfait entre une autorité nécessaire qui ne dépend pas des passions humaines et un droit social qui ne varie pas avec les mouvements de l'opinion publique. Le texte est très beau. Donc une notion de société opposée à une autre notion de société, une notion d'homme opposée à une autre notion d'homme, de loi à une autre notion de loi, de liberté à une autre notion, etc. C'est tout, mais il n'en faut pas davantage, dit Salazar, il n'en faut pas davantage pour comprendre le droit chrétien. Donc tour à tour, à Lisbonne, Braga, Coimbra, c'est déjà aux représentants des intérêts réels du pays, le pays réel, aux groupements professionnels, aux élites, aux forces morales et spirituelles qu'il s'adresse donc pour faire entendre les paroles de vérité et de salut. En 1925, les premiers essais de restauration nationale par 3 officiers supérieurs lui valent d'être traduits en justice, mais sont acquittés. Au maréchal Gomes da Costa, commandant du corps expéditionnaire portugais pendant la Grande Guerre, devait revenir l'honneur de faire triompher le 28 mai 1926, c'est une date importante, la Révolution nationale qui met fin au régime parlementaire. C'est le début de la Deuxième République. Un directoire est composé de 3 membres, le maréchal Gomes da Costa, le général Carmona et M. Mendes Cabeçada. Et ce directoire laisse en juin 1926 au général Carmona seul la responsabilité du pouvoir. Et il va demeurer président de la République, donc en 1926, jusqu'à sa mort en 1951. Les promoteurs du coup d'État victorieux avaient fait connaître dans une proclamation au pays leurs intentions, donc c'est donc en 1926 que se rétablit l'ordre au Portugal pendant très longtemps, donc jusqu'en 1968, la mort de Salazar, puisque quelques années après, il y aura la révolution des œillets. Donc leurs intentions, c'est de sauver la patrie, d'instituer la véritable représentation naturelle des intérêts réels
vivant et permanent du Portugal. Donc il restait à gouverner. Ce 28 mai 1926, il faut noter que ce fut de Braga, qui est la capitale du bastion catholique du Nord, c'est de cette ville qu'est parti le soulèvement militaire libérateur, au même moment où un congrès marial, présidé par le nonce, exaltait les heureuses conséquences des apparitions de Fatima pour le pays. Je tire cela d'un article paru dans le Sel de la Terre, des Dominicains d'Avrier. Il y a un numéro sur Fatima. Il y a un article de Philippe Legrand qui est très, très intéressant. Juste au moment où processionnellement sortait la statue de la Vierge de l'église du Populo pour se rendre au Sameiro, sortaient aussi de leur caserne contiguë à l'église, sous la bénédiction, dirait-on, de Marie, les troupes du 8e régiment d'infanterie, préludant à la Révolution. En 3 jours, elle gagna le pays tout entier et triompha sans qu'ait été tiré un seul coup de fusil, ni versé une seule goutte de sang. Cas unique dans toute l'histoire du Portugal. Il faut noter qu'en 1936, dans un discours pour le 10e anniversaire de la Révolution nationale, Salazar mettra en relation la réussite du coup d'État militaire avec les prières de ce congrès de Braga. Et à propos du terme révolution, qu'on peut regretter, il semble que Salazar ait voulu le garder pour qu'il fût employé pour qualifier leur mouvement par les généraux qui sauvèrent le pays en 1926. Mais à l'occasion, Salazar a su mettre le point clairement sur le sens qu'il donnait à cette expression. Voilà ce qu'il dit. Si je suis un révolutionnaire, c'est dans la mesure où je suis pour la vérité contre l'imposture, pour l'ordre contre le désordre. Désordre, évidemment, la révolution c'est le désordre, donc il précise un petit peu les choses. Ça c'est cité par Henri Massis dans son ouvrage Chef, en 1939. Donc au lendemain, il reste à gouverner. Au lendemain de la Révolution nationale, il se tait, mais pour reprendre bientôt sa campagne. Le gouvernement portugais venait de demander son assistance à la Société des Nations pour l'émission d'un emprunt, et le comité financier de Genève avait suggéré comme condition préalable la présence à Lisbonne d'un agent de liaison nommé par le Trust qui aurait financé l'emprunt. C'est-à-dire qu'on serait comme nous aujourd'hui sous la coupe de l'Europe, ou de Goldman Sachs, et compagnie. Le gouvernement de Lisbonne avait donc refusé noblement de se plier à cette humiliation. Salazar s'adresse directement à la nation par voie de presse, dans une série d'articles au journal Novidades, à partir de janvier 1926. Ces articles, il les résuma dans une conférence qu'il fit au cercle Ozanam à Coimbra. Voici quelques passages. Le Portugal est en proie à des difficultés graves. À tous, le patriotisme impose des devoirs divers. Chacun de nous n'a pas la mission de sauver la patrie. Cette grande tâche incombe à ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. Mais nous pouvons tous faire une chose très simple et du plus puissant effet. Travaillons le plus que nous pouvons. Travaillons le mieux que nous pouvons. Ne nous contentons pas de travailler. Économisons le plus que nous pourrons. La mission du gouvernement sera de ce fait extraordinairement facilitée. Cette manière de soutenir ses efforts lui sera certainement plus agréable que des discours enflammés. Et Salazar, au lendemain de cette marche sur Lisbonne, avait refusé le portefeuille des finances que lui avait offert spontanément le comité militaire du 28 mai 1926. Sachant, avait-il dit, la distance qui sépare l'intellectuel de l'homme d'action, c'est la raison qu'il donnait pour avoir refusé. Le général Carmona va donc insister et sur de nouvelles instances, il va dépêcher son ministre de l'Éducation nationale, Duarte Pacheco, et finalement Salazar va accepter. Et le 27 avril 1928,
Salazar accepte d'être ministre des Finances. À noter que, avant d'appeler en 1928 Salazar au ministère des Finances, le général Carmona avait demandé conseil au patriarche du Portugal, donc Monseigneur Gonçalves, qui avait été sacré évêque auxiliaire de Lisbonne le 23 mars 1928, et nommé patriarche le 18 novembre 1928, nommé cardinal le 16 décembre 1928. Et il avait demandé conseil également au père Matteo Crowley, le fameux ardent apôtre du Sacré-Cœur, de passage à ce moment-là au Portugal. Donc il avait demandé conseil à ces deux prélats. Et on sait qu'avant d'accepter, Salazar avait passé plusieurs heures de prière dans la nuit, et c'est après avoir servi la messe matinale du père Matteo qu'il accepta d'être nommé ministre des Finances. Donc le 27 avril 1928, il est aux finances. Je dis aux catholiques, écrit-il dans Novidades, je dis aux catholiques que mon sacrifice me donne le droit d'espérer qu'ils seront entre tous les Portugais les premiers à savoir faire des sacrifices, qui pourront à eux aussi leur peser, les derniers à demander des faveurs que je ne pourrai pas leur accorder. Et à Lisbonne, il dit « Ce que j'exige, c'est une confiance totale, sereine et calme, aussi éloignée de tout pessimisme que d'inutiles applaudissements. » Alors Salazar ouvre le coffre, si je puis dire, et il se trouve devant un trésor vide depuis des années, mais en plus négatif. C'est Maurice Maeterlinck qui dit « Tout autre que Salazar se fut affolé et eût renoncé à renflouer un vaisseau que les rats, c'est-à-dire les parasites pesteux de l'État qui coule, abandonnaient déjà. » À l'exception d'une autre période de 2 ans, en 1913 et 1914, le budget portugais s'était toujours trouvé en déséquilibre depuis 1854. Mais depuis 1891, des régimes d'emprunt successifs avaient créé un état chronique de crise financière qui en était venu à menacer l'indépendance du pays. Donc il entendait avoir les mains libres. Vous me nommez ministre des Finances, d'accord, mais je veux avoir les mains libres. Il accepte le ministère des Finances sous 4 conditions. Chaque ministre devra limiter et organiser ses services de façon à ne pas excéder la somme qui lui sera attribuée par le ministre des Finances. Deuxième, toute autre mesure que les ministres se proposeraient de prendre pouvant avoir des répercussions directes sur les recettes ou les dépenses de l'État devront être auparavant discutées et approuvées par le ministre des Finances. Troisième point, le ministre des Finances aura le pouvoir de mettre son veto à toute augmentation de la dépense ordinaire ou courante, ainsi qu'à toute dépense d'outillage pour laquelle l'opération de crédit nécessaire n'aurait pas été passée. Et quatrième point, le ministre des Finances collaborera avec les autres ministres pour l'adoption de mesures tendant à la réduction des dépenses ou au recouvrement des recettes, de façon que ces mesures aient autant que possible un caractère uniforme. Donc, l'avènement aux finances de Salazar prenait, dès 1928, toute l'importance d'un acte politique qui faisait de lui, déjà, de fait, le chef du gouvernement. Ce qu'il sera plus tard en 1932. Mais déjà, de fait, il prenait les rênes du pouvoir. Il était devenu, à partir de ce moment-là, le maître de l'heure du Portugal. Dès la première année de son administration, Salazar réalisait l'équilibre budgétaire. Donc, dès la première année. Certains disent qu'il lui a fallu 2 ans pour mettre tout à plat. C'est-à-dire pour redonner des poumons financiers au Portugal. D'importantes réformes eurent pour objet de rendre les comptes publics clairs et homogènes,
À de sévères restrictions s'ajoutait une révision de l'assiette des impôts, assurant par des mesures pratiques leur rendement. Par la sagesse, la sincérité, la fermeté, la dette flottante externe et la dette interne à court terme furent en totalité remboursées. La dette de l'État à la Caisse générale des dépôts fut ramenée à un niveau inférieur aux avances du Trésor, à la Banque du Portugal et à l'étranger. Et en 1931, l'escudo, la monnaie locale, était stabilisé. Le Portugal, à qui on a coutume de reprocher ces mesures de contrainte, a rendu par décret, le 18 octobre 1937, la liberté complète au commerce des devises et à la circulation des capitaux. Et cette date va marquer, dans le domaine financier, le couronnement d'une œuvre patiemment conduite, le premier temps de la rénovation d'une nation entière. Ministre des Finances, il aura l'occasion d'évoquer la question du travail, forcément liée à l'économie. Plus tard, il dira que de la bienfaisante discipline du travail, seule dérive la prospérité des nations. Il dressera son statut pour qu'il soit organisé de telle sorte qu'il ne puisse cesser en aucune circonstance, d'être un facteur de richesse. Il exaltera sa noblesse, son éminente dignité morale, d'une utilité différente pourtant et d'inégale valeur du point de vue économique, ce qui fera qu'il ne saurait être également rémunéré. Donc du travail, à la fois droit et obligation. Devoir social parce que la solidarité d'intérêt, qui est à la base de la société, oblige chacun de nous à contribuer par l'intelligence ou par l'action au patrimoine commun, et il en fera la grande loi de l'État nouveau portugais. Créer des richesses par un travail actif, les consommer d'une façon rationnelle, c'est-à-dire en accord avec des principes que commande le développement physique, intellectuel, moral de l'homme, épargner l'économie, économie de production, économie de consommation. Voilà le système qu'il va dresser face à deux économies vicieuses. L'une, une économie paresseuse fondée sur le mépris des richesses et la faible intensité de la production, et l'autre, une économie matérialiste, fondée, se contentant de proclamer, à la suite de Caton, que le premier devoir de l'homme, c'est de gagner de l'argent. Donc, économie dont le cycle sera de conduire à la corruption d'abord, à la misère générale ensuite. Et c'est dans la famille qu'il trouve la solution du problème du déséquilibre entre le domaine de la production, de la consommation et de l'épargne. Et c'est ce qui lui fera affirmer: une femme travailleuse et habile peut produire chez elle plus qu'elle ne gagne à l'usine. Les économies familiales représentent dans un pays plus que n'importe quelle industrie. Et Salazar va résumer ces notions chrétiennes de l'homme, du travail, de la richesse, dans cette formule très simple: produire et épargner, ou produire beaucoup et bien dépenser. Et c'est Gonzague de Reynold qui écrit: portugais type, ou plutôt d'un certain type, le plus solide, le meilleur et surtout le plus réaliste, le plus réfractaire aux idéologies, tenant de sa famille et de son milieu l'esprit pratique, l'esprit d'économie, la continuité dans l'effort, la prudence et la lenteur dans l'action, la réflexion calculée, la simplicité, même l'effacement, le manque de besoin, une certaine dureté jointe à la finesse et à un peu d'ironie, la volonté concentrée, le respect des traditions, le patriotisme enraciné, la foi religieuse, en donnant pour force à son œuvre salvatrice le cadre de la famille, l'ordre, l'économie, le labeur. Devenu chef de gouvernement, Salazar ne fera qu'exalter les fortes vertus qu'il avait appris à aimer en son foyer natal. Alors sur le travail de la femme, c'est intéressant ce qu'il dit. Le métier de l'épouse, dit-il, désagrège son ménage, rend les membres de la famille étrangers les uns aux autres,
nuit à la bonne éducation des enfants. Il n'existe pas de bonnes ménagères qui ne trouvent beaucoup à faire dans leur maison, ne fût-ce que dans l'après des repas et le soin des vêtements. L'économie domestique se trouve en péril dès que la femme est absente. Et la perte qui en résulte n'est pas à mettre en balance avec quelques manques à gagner. Comment pourrais-je briser cette vague d'indépendance féminine qui déferle sur notre monde? C'est Salazar qui parle. Les femmes marquent un tel besoin de liberté, une si grande ardeur à profiter des plaisirs de la vie. Elles ne comprennent pas que l'on n'atteint pas le bonheur par la jouissance, mais par le renoncement. Les grandes nations devraient donner l'exemple en retenant les femmes à leur foyer. Mais ces grandes nations semblent ignorer que la constitution solide de la famille ne peut exister si l'épouse vit hors de chez elle. Et c'est ainsi que Salazar va même proclamer une loi empêchant les femmes mariées d'être infirmières et les évinçant de tout travail de bureau au ministère des Affaires étrangères. L'Église même va le désapprouver à l'époque, va désapprouver Salazar, et il va répondre à l'Église: je suis persuadé qu'une épouse qui a en tête le souci de son foyer ne peut faire du bon travail au dehors. Je lutterai toujours contre l'indépendance des femmes mariées. Nous tolérons l'exception dans un seul cas, quand il s'agit d'utiliser pour le bien de l'État les dons exceptionnels d'une femme mariée. Alors, investi des pleins pouvoirs qu'il avait exigés, Salazar s'était mis une fois de plus au travail, indifférent aux applaudissements des uns et aux clameurs des autres. Et une des premières, la voix de l'Église, s'était élevée dans un sensationnel document. Le cardinal patriarche de Lisbonne, vieil ami de Salazar, l'avait baptisé « l'homme nécessaire ». Ça fait 1h10 que je parle, encore 10-15 minutes, ça va? Ça va. L'œuvre de Salazar, comme ministre des Finances, disait-il, est déjà aujourd'hui plus qu'une espérance. Elle est une garantie vivante du salut du pays. Pour remplir sa mission difficile, il fait appel aux forces morales, à l'esprit de sacrifice, conviant tous les Portugais à remplir leurs devoirs envers l'État. Et le cardinal rappelait alors les paroles de l'Évangile, « Rendez à César », évoquant les principes des encycliques de Léon XIII sur les devoirs imprescriptibles envers la patrie terrestre. Et le cardinal de conclure que tous, sans défaillance, répondent également à la parole du grand ministre. La patrie est aussi une religion. Son appel à notre concours et à notre collaboration ne saurait qu'être assuré de notre patriotique empressement. Ça, c'était un évêque qui n'avait pas peur de faire, non pas de la politique, mais de ne pas séparer la politique de la religion. De Londres, le roi Manuel de Bragance faisait connaître aux royalistes portugais qu'ils devaient se rallier au régime nouveau. 3 mois plus tard, il mourait et Salazar voulut que la dépouille mortelle du roi du Portugal vint reposer au Panthéon de Bragance. Pendant cette période de 4 ans, il y a eu des tentatives de désordre. Il y a eu des mouvements militaires. Il y a eu en 1931 la révolte de Madère qu'avaient fomenté certains exilés. Dans le peuple, il y a eu des mécontents. Cet homme est fou, entendait-on. Il nous arrache la peau, il nous mène à la ruine. 4 ans plus tard, quand Salazar fut nommé président du Conseil, ses meilleurs amis suivaient, craintifs, haletants. Sa politique, pour certains, leur semblait un suicide. Et du côté des hommes publics, il y eut de violentes campagnes menées contre Salazar. Salazar dut exiler M. Cunha Leal, ancien ministre des Finances, restant sourd aux supplications et se refusant à tout pardon politique. Cependant, beaucoup, même des francs-maçons, admiraient avec honnêteté, et certains des chefs des anciens partis politiques considéraient que Salazar était en effet l'homme nécessaire.
Alors, un mot sur Salazar et l'opinion, c'est important. Les foules ont besoin de voir, d'entendre, d'applaudir ceux qui ont la charge de les conduire. Les empereurs romains l'avaient bien compris. La popularité est souvent faite d'un rien. Le peuple est souvent un enfant qu'il faut amuser. Il est différents moyens de lui plaire. Quelle fut donc l'attitude de Salazar devant les mouvements de l'opinion portugaise? D'abord, Salazar semble ne s'être jamais montré soucieux de l'opinion du grand nombre. Il ne fit rien à aucun moment pour être aimé. Il ne discute pas. Et cette inflexibilité ne va pas parfois sans dureté. L'énigme de son impénétrable silence pourrait être chez lui une intime souffrance de devoir être ainsi. Voilà ce qu'il dit. Les gouvernements, pour autant d'appui qu'ils disposent, ne se maintiennent pas en usant de la force, mais en la possédant. Et il va considérer qu'une opinion publique ne peut vivre abandonnée à elle-même et qu'elle a besoin d'être constamment dirigée. Les gouvernements ne doivent pas rendre esclaves, les gouvernements ne doivent pas se rendre esclaves de l'opinion inférieure des masses. Avant tout, la nation a besoin de chefs, et le chef a besoin de la discipline de la nation. Gouverner est une fonction permanente de vérité et de justice. Donc, il était pénible à Salazar de paraître en public. Le peuple se plaignait d'ailleurs de ne pas l'entendre ou de l'entendre trop peu. On ne le voyait que très peu présider des banquets, des cérémonies. Et il dira « L'État ne me paie pas pour que je me donne à des mondanités, mais pour que j'emploie mon temps à résoudre les problèmes essentiels. » On lui reprochera cela, et il répond « Je sais bien que l'opinion politique a besoin d'être nourrie. En ne lui offrant pas ce qu'elle attend toujours, une présence, des paroles, des élans, des promesses, j'ai certainement pris des risques. Mais je continue à déclarer que l'on ne peut pas à la fois charmer la foule et la gouverner. » C'est pour cela que Salazar aura une vie retirée et même, pour certains, quasi monacale. Il était resté célibataire, ce qui avait fait dire à un de ses amis « L'œuvre de Salazar n'a pu être édifiée que dans le retranchement de la solitude. Il m'a dit que s'il avait fondé une famille, il n'aurait pu se consacrer tout entier à son pays. » Un ancien professeur de Coimbra avait dit de Salazar « Salazar est l'homme du tête-à-tête. Déjà, quand il se trouvait jeune étudiant, parmi 5 ou 6 personnes, il demeurait silencieux et avait l'air de souffrir. Et aujourd'hui, quand il paraît en public, il glace par son attitude distante, ceux-là même qui voudraient l'applaudir. » En effet, Salazar ne faisait aucun effort pour plaire à la foule par des paroles, des gestes ou des élans. Il se refuse donc à toute démonstration affective, à toute chaleur publique. Et en se défendant de cette foule, il se défend probablement contre sa propre sensibilité. Il montre une grande crainte de se laisser entraîner par l'enthousiasme populaire à faire des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Il ne veut pas se laisser émouvoir par ceux qu'il gouverne, et ainsi, pour garder sa liberté d'esprit, et pour ne pas trahir sa conscience, comme il disait. Il écarte tout risque d'émotion, et il se confine dans l'isolement et le silence, mais en gouvernant. La passion des peuples, écrit-il, est si inconstante, si dangereuse aussi. Ceux qui m'applaudissent aujourd'hui, hésiteraient-ils à se détourner de moi si une autre passion les prenait? On trouve les mêmes scrupules dans sa vie privée. Il accepte très rarement un dîner chez ceux qu'il veut honorer de sa confiance. Il dit ceci: je dois me sentir dégagé de toute sentimentalité. Je ne veux pas avoir à craindre, par exemple, que tel nouveau décret ne favorise ou ne lèse une personne
chez qui je me serais trouvé la veille en conversation amicale. Mais cette réserve, dictée par une rare intégrité, ne va pas sans une intime souffrance. À Antonio Ferro, il avouera un jour combien de fois me suis-je laissé émouvoir par la sincérité indiscutable de certaines manifestations. Que de fois me suis-je senti secoué par le désir presque irrésistible de crier au peuple ma gratitude. Mais lorsque je suis prêt à parler, une voix intérieure me dit « Tais-toi, tu sors de toi-même ». Si j'étais entraîné par des influences passagères, si mes habitudes et mes paroles étaient commandées par l'enthousiasme des multitudes, ou simplement de mes amis, je ne serais plus moi-même. Et alors, il ne me paraîtrait plus honnête de continuer à gouverner. À noter, petite histoire pour vous détendre un peu, Salazar avait adopté 2 petites filles. Et le soir, après une dure journée de travail, il se promenait avec elles dans son jardin de Lisbonne. Et c'est ainsi qu'on découvrit combien Salazar aimait parler avec les enfants, et surtout avec ceux de 3-4 ans. Malhabile à trouver leurs mots à cet âge-là. Et il entretenait avec des enfants, des correspondances avec de nombreux écoliers portugais et étrangers. Et dans son livre « Vacances avec Salazar », Christine Garnier lui pose cette question. Comment vous s'y occupez? Vous trouvez le temps de répondre à leurs lettres, Monsieur le Président? Mais oui, il ne faut jamais décevoir les enfants. J'ai reçu tout dernièrement une missive qui m'a amusé. Je vais vous la traduire. C'est celle d'un petit garçon. Monsieur le Président, je suis bien ennuyé. Je dois passer un examen pour entrer en 6e et j'ai de fortes chances de ne pas réussir. On m'a assuré que vous étiez en très bons termes avec Notre-Dame de Fatima. Pourriez-vous faire une prière pour moi? Dites bien à Notre-Dame de Fatima que j'habite d'habitude Algarve, mais que j'ai déménagé et que je suis actuellement à Lisbonne. Ce dernier point est très important, car Notre-Dame pourrait se tromper d'adresse. J'ai écrit le soir même à l'écolier, « Cher petit, ta commission a été faite. J'ai déjà transmis ta demande à Notre-Dame de Fatima. Mais elle m'a répondu que si tu faisais dans ta dictée à l'examen autant de fautes d'orthographe que dans ta lettre, elle ne répondait de rien. Quelques jours passèrent. Bientôt, je reçus une nouvelle lettre de mon jeune correspondant. Je viens vous dire merci, Monsieur le Président. Grâce à vous, j'ai passé mon examen avec succès. Eh bien, le plus content des deux, ce fut peut-être moi. Voilà. Et puis, malheureusement, je n'aurai pas le temps de terminer. Mais simplement, je précise maintenant une autre phase, et la dernière. Salazar est nommé président du Conseil, donc en 1932, et il sera donc le chef du gouvernement portugais jusqu'en 1968, date à laquelle une hémorragie cérébrale l'emportera. Donc Salazar est nommé président du Conseil le 5 juillet 1932, et ce ne sera que par étapes successives, sans précipitation, que Salazar va traduire en actes les principes qu'il avait fait connaître dans son discours charte de 1930. Alors, simplement, je voulais vous préciser dans le domaine politique, au lendemain de la Révolution nationale, le Parlement avait été renvoyé, il ne fut plus convoqué, et c'était une nécessaire cure d'assainissement jusqu'en 1933. Alors, seulement, Salazar pensait qu'il était temps de donner au Portugal une nouvelle constitution. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, l'étude de cette nouvelle constitution. Le plébiscite du 19 mars 1933, approuvant sa promulgation, devait permettre l'année suivante la première législature et l'Assemblée nationale élue et régulièrement investie pour 4 années de pouvoir législatif.
2 ans plus tard, nouvelle date capitale. L'ancien parlementarisme était mort. Il restait un État dans l'État. La franc-maçonnerie, qui avait été l'instigatrice tour à tour des assassinats du roi Don Carlos et du président Sidonio País. Le grand coup va être porté en 1935, le 5 avril. Le député José Cabral avait déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la session de janvier, un projet de loi de défense contre les associations secrètes, les sociétés secrètes. Ce projet fut mis à l'étude, suivi d'un long rapport du docteur Abel de Andrade, professeur de droit à l'Université de Lisbonne, et après avoir analysé le régime juridique des sociétés secrètes à l'étranger et au Portugal, dans le passé, ce rapport avait abondamment démontré que la franc-maçonnerie n'est point la simple institution philanthropique qu'elle prétend être, mais une philosophie, un système, une religion, dont les principes sont incompatibles avec les principes de l'État nouveau portugais, notamment parce qu'elle prétend remplacer la civilisation chrétienne par la civilisation maçonnique, parce que la discipline rigide à laquelle elle soumet ses initiés constitue une autorité souterraine, intolérable pour un État qui n'admet pas de jouer un rôle de pure façade, parce qu'elle se propose des fins secrètes et cachées visant des buts internationaux qui dépassent ceux de l'État national. Et donc, l'Assemblée nationale va voter à l'unanimité ce rapport, et le 21 mai, la loi interdisant les sociétés secrètes était promulguée au journal officiel. Donc était dissoute, selon l'article 2, toutes les associations ou institutions exerçant leur activité en totalité ou en partie, d'une manière clandestine ou secrète. Et l'article 3 ne pouvait être pourvu d'une place publique, civile ou militaire de l'État, ou faire partie du corps ou corporations administratives, aucune personne qui n'aurait pas présenté un document authentique ou dressé acte devant son chef de service concernant une déclaration sur l'honneur qu'elle n'appartient et n'appartiendra jamais à quelconque des associations ou institutions prévues à l'article 2. 30 jours étaient donnés aux fonctionnaires de l'État pour cesser d'appartenir à quelque société secrète que ce soit. Et une loi sur les fonctionnaires était venue accompagner sa loi sur la franc-maçonnerie. Elle spécifiait les fonctionnaires ou employés civils et militaires qui feraient preuve d'esprit d'opposition aux principes fondamentaux de la Constitution politique ou qui ne donneraient pas la garantie de coopérer à la réalisation des fins supérieures de l'État devraient être officiellement destitués. Et c'est ainsi qu'il y aura 33 hauts fonctionnaires qui seront destitués et à leur tête un des grands maîtres de la franc-maçonnerie. Voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir continuer. Je pense que ça a largement suffi. Ce qui est intéressant, ce qui aurait été intéressant, c'est d'étudier un petit peu la différence. Salazar a écrit là-dessus avec le fascisme et le socialisme. Le national-socialisme, il a des réflexions très intéressantes. Il montre bien que son État il se dit anti-libéral, anti-démocrate, anti-parlementaire. Il a toute une tirade dans un de ses... C'est 2 minutes. Hein. Nous sommes donc contre tous les internationalismes, contre le communisme, contre le socialisme, contre le syndicalisme libertaire, contre tout ce qui diminue, divise, dissout la famille, contre la lutte des classes, contre les sans-patrie et les sans-dieu, contre l'esclavage du travail, contre la conception purement matérialiste de la vie, contre la force comme origine du droit, contre toutes les hérésies de notre temps. Il écrit cela dans « Comment on relève un État ». C'est une conférence, enfin un traité de l'État nouveau qu'il avait fait éditer. Voilà. Merci bien de votre attention.
Il y a mis 1 heure et demie et pas 2 heures.